Bonjour à toutes et à tous. Au menu de ce 13h, la cérémonie d'investiture du président de la République le dimanche prochain au Bénin. Elle marque le transfert officiel du pouvoir et le début d'un nouveau mandat présidentiel. Elle revêt une double dimension juridique à travers la prestation de serment constitutionnel et la continuité de l'État. Le sens et la portée de ce cérémonial à suivre dans cette édition. Célébration de la Journée internationale des sages-femmes, elle vise à mettre en avant leurs efforts, celle de la maternité d'Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi, appelle à la reconnaissance pour leur contribution essentielle à la santé et au bien-être des familles. Et puis à l'approche de la Tabaski, les marchés de vente de moutons commencent progressivement à s'animer dans la commune d'Abomey-Calavi. Les commerçants parlent du prix relativement abordable, mais de nombreux fidèles font face à une véritable pénurie financière, entraînant une faible affluence. Le constat à suivre. Voilà pour vous le sommaire. Restez avec nous pour le développement. Cérémonie d'investiture, prestation de serment. La confusion peut être facile dans l'usage courant, mais en vrai, les thèmes sont bien distincts. La prestation de serment du président de la République élu est une des phases la plus importante d'ailleurs de l'événement qui consacre son entrée en fonction. Si cette étape est indispensable, les autres actes de cette cérémonie non moins importants sont d'ordre protocolaire. Le sens de ce cérémonial avec William Cliquant et Elvis Tonoucoin. L'audience solennelle de prestation de serment du président de la République élu est ouverte. Le caractère solennel de l'investiture du président de la République est indiscutable. Le clou de cette cérémonie étant la prestation de serment du chef de l'État élu, une phase juridictionnelle conduite par le président de la Cour constitutionnelle. Je prends acte de votre serment et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. L'audience s'ouvre, on fait la lecture de la décision portant proclamation des résultats définitifs et on rappelle donc ce que la Cour a eu à décider. Sur cette base, le président de la Cour constitutionnelle demande au président élu de lever la main droite et de prononcer l'intégralité de la formule sacramentelle indivisible. Une fois qu'il l'a prononcé, le président lui donne acte et le renvoie en l'exercice de ses fonctions. Et l'audience est clôturée ainsi. Cette phase-là est immuable, il n'y a rien à faire. Cette phase est indispensable pour qu'il entre en fonction. Si quelque chose venait à manquer à ce noyau dur-là, il y aura nécessairement une reprise. C'est ce qui s'est passé en 1996 quand le président Kérékou a omis de citer la partie sur les membres de nos ancêtres. Je vous renvoie à vos fonctions. Fermez le banc. La remise du drapeau de commandement est aussi un temps fort non négligeable. Il traduit la soumission des forces armées béninoises à l'autorité élue, prêtant ainsi allégeance au nouveau chef suprême des armées. L'investiture est aussi faite de la remise des attributs de grand maître des ordres nationaux du Bénin au président de la République entré en fonction. Ces étapes, elles, ne sont pas indispensables. Même le discours qu'il prononce, la réception des attributs de grand maître des ordres nationaux, tout cela peut être adapté. Même les coups de canon qui étaient 21 autrefois sont devenus 12. Dans la tradition du renouveau démocratique, ce cérémonial est précédé d'un passage de témoin entre président sortant et entrant quelques minutes plus tôt, le fameux tête-à-tête au palais de la Marina. Cela n'a pas toujours été le cas. Kérékou s'est installé au palais sans avoir rencontré son prédécesseur. C'était sous tension. Et je dois vous dire que quand on a vu ce moment-là, et quand on voit le moment d'aujourd'hui, voilà, avec tel que s'organise la passation de témoins entre Patrice Talon et Rombien de Wadaï, on dit banco. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Oui, même les autres fois où ça s'est passé plus ou moins bien. Le plus souvent, l'investiture s'organise par la direction du protocole d'État, de concert avec l'état-major politique du président élu.
Une fois le président investi dans ses fonctions, direction le palais de la Marina qui joue un rôle capital dans le destin de plus de 13 millions de Béninois. C'est là que bat le pouvoir exécutif. Ce pouvoir, dont la structure a connu d'importantes mutations ces dernières années. Mais que dit réellement la loi fondamentale? Ulrich Gaba nous offre une plongée au cœur des tests, loin des rumeurs de couloirs suivants. Au Bénin, le régime politique est présidentiel. Depuis la conférence nationale de 1990, confirmée par la Constitution du 11 décembre de la même année et révisée en 2019, le pouvoir exécutif est unitaire et incarné au plus haut niveau par le président de la République. Contrairement au régime parlementaire où le Premier ministre conduit la politique de la nation, ici, c'est le chef de l'État qui tient fermement le gouvernail, comme le stipule clairement l'article 41 de la Constitution, je cite, « Le président de la République est le chef de l'État. Il est le chef du gouvernement. Il détermine et conduit la politique de la nation. Il exerce le pouvoir exécutif. » Fin de citation. En sa qualité de chef de l'État, il est le père de la nation. Il est l'élu de toute la nation. Il veille à l'unité nationale. Il veille à la paix, à la sécurité, à la défense de l'intégrité du territoire. En tant que chef de gouvernement, il définit et conduit la politique de la nation. En tant que chef suprême des armées, il veille à la sécurité intérieure et extérieure. Dans son titre symbolique de premier magistrat de la République, il préside le Conseil supérieur de la magistrature et incarne l'unité nationale au-dessus des clivages partisans. Il est aussi le promulgateur des lois. Fort de ce titre, il donne force exécutive aux textes votés par le Parlement, tout en disposant du droit de demander une seconde lecture. Lorsque le président de la République demande une seconde lecture et que l'Assemblée nationale est toujours sourde à entendre la demande du président de la République qui a les manettes en main et qui se dit « si vous me donnez cette loi-là, je ne pourrai pas l'appliquer », le Sénat pourra arbitrer cela dans l'intérêt du pays. Ce pouvoir, bien que central, n'est plus tout à fait solitaire. La grande innovation issue de la révision constitutionnelle de novembre 2019 fait apparaître un poste de vice-président de la République entré pleinement en pratique lors du scrutin de 2021. Élu en duo avec le président de la République pour un mandat de 7 ans, le vice-président n'est pas un premier ministre. La charge de président est tellement lourde qu'en entendant le vice-président, en dehors d'être grand chancelier de l'Ordre national du Bénin, va s'occuper de toutes les autres tâches que le président de la République va lui confier. Donc, disposer d'un vice-président qui plus est élu en duo avec le président, parce que pas tout ailleurs, ce n'est pas la même chose. Le chef de l'État, chef de gouvernement, a gardé la totalité de ses pouvoirs. Au regard de ces précisions, il faut reconnaître que le pouvoir exécutif au Bénin reste fort, concentré et présidentiel, malgré l'arrivée du vice-président qui apporte une touche de collégialité institutionnelle et un filet de sécurité pour la démocratie au Bénin. Et puis le porte-parole du gouvernement s'offre de son côté un dernier exercice d'échange avec les professionnels des médias sur les questions d'intérêt commun. Au cours de cette rencontre, Wilfried Léandre Ngbeji est revenu sur les prouesses et les performances réalisées par le président sortant Patrice Talon. Voici un extrait du porte-parole au micro de Ulrich Gaba. C'est que conformément à son vœu, éliminer son premier mandat, il est porté en triomphe. J'aime à penser que s'il avait la possibilité, en quittant le palais de la Marina dimanche prochain, d'aller chez lui à pied, il n'arriverait pas à se frayer un chemin pour le faire. Et pourtant, au début, qui aurait imaginé, à part lui-même, dans son intime conviction, qu'il connaîtrait cette fin en apothéose? Ce n'était pas gagné d'avance. Et moi, c'est ce que j'ai envie de retenir. Au-delà des infrastructures gigantesques, et on peut le dire aussi, aujourd'hui on peut se permettre les superlatifs. Je pense que ça a été pharaonique. Maintenant, le successeur qui arrive dans 96 heures, il sait mieux que quiconque, pour avoir été un des artisans de la gouvernance Talon du début jusqu'à la fin,
il sait ce qui a été fait, il sait ce qui est en cours et il sait ce qu'il reste à faire. Donc, forcément, il sait aussi quelles sont les urgences par lesquelles il peut commencer son magistère. Au cours de cette conférence de presse, le porte-parole du gouvernement est revenu sur les raisons de la prestation de serment du président Romuald Wadaye à Cotonou. Il explique qu'il s'agit d'un problème d'indisponibilité du stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Suivez. Le gouvernement a annoncé depuis le 15 octobre 2025 des travaux de réhabilitation du stade Charles de Gaulle à Porto Novo. Charles de Gaulle en attendant le changement de nom. Et les travaux ont commencé. Les études y relatives ont pris un peu plus de temps que prévu. Sinon, dans notre espoir, c'est que les travaux auraient été achevés pour que la cérémonie se tint à Porto Novo comme c'est de coutume. Il se trouve que le cas de force majeure qui se pose à nous, c'est que les travaux ont commencé avec retard et sont en cours. Objectivement, pour la qualité que vous nous prêtez en ce qui concerne notre discipline propre, mais la discipline collective aussi que nous avons imprimée au pays, nous n'aurions pas osé convier des milliers de Béninois sur un espace en chantier. Et c'est la raison pour laquelle, fort heureusement, comme les travaux de réhabilitation de l'esplanade du Palais des Congrès, eux, ont commencé plus tôt, ce n'est pas de même envergure que Porto Novo. Autrement, dans les mêmes délais, ça ne serait pas achevé. Mais ces travaux sont achevés et nous pouvons disposer d'une place non moins noble pour accueillir cette cérémonie. Nous regrettons simplement que les travaux à Charles de Gaulle ne permettent pas à la ville de Porto Novo de vivre cet événement comme elle en a déjà l'habitude. Mais ça n'est que partie remise pour dans 7 ans avec le président que nous élirons à cette occasion-là. Interrogé également sur la situation qui prévaut actuellement à la SRTB avec le licenciement de 169 travailleurs, le porte-parole précise d'abord que le gouvernement n'est nullement impliqué dans cette situation, même s'il reconnaît que cela peut arriver dans la vie de toute entreprise. Suivant. Il me semble que la SRTB soit une société anonyme qui a des organes de direction, une direction générale, un conseil d'administration. Et je suis convaincu que ce sont vos meilleurs interlocuteurs pour vous expliquer pourquoi ils en sont arrivés à prendre cette décision. Après, je peux penser humainement, et le gouvernement également, qu'à partir du moment où ils ont planifié une telle décision, ils auraient gagné à faire savoir au personnel un peu avant pour préparer les uns et les autres à cette éventualité, parce que nous avons appris que les gens ont été pris au dépourvu, ils ont eu l'information au tout dernier moment. Humainement, je pense que c'est déplorable. Ils auraient pu être avertis avant, se préparer, y compris ceux qui ne sont pas concernés, pour que chacun sache que ça peut arriver à tout moment. Et puis, cela étant, ça fait partie quand même si ça n'est pas souhaitable, ça fait partie de la vie de toute entreprise. Ça peut arriver à un moment ou à un autre, pour diverses raisons. Et si les conditions sont remplies, les dirigeants ont à prendre courageusement la décision, mais ensuite à respecter les droits sociaux des personnes qui sont concernées. Dans un autre registre à présent, les sages-femmes de la maternité d'Akasato étaient à l'honneur le vendredi dernier. C'était à l'occasion de la journée qui leur est consacrée. Célébrée le 5 mai de chaque année, la journée internationale des sages-femmes vise à mettre en avant leurs efforts soutenus par le Fonds des Nations Unies pour la population. La rencontre a permis de doter plusieurs nouvelles mamans de kits. Ingrid Der et Simon Roulon. C'est au rythme d'un hymne composé par le soin, symbole de leur unité et de leur vocation, que les sages-femmes de la maternité d'Akasato ont débuté la célébration de leur journée internationale. Une rencontre qui s'est transformée en un vibrant moment de reconnaissance, de mérite et de réflexion sur les défis auxquels est confrontée la profession. L'événement a été marqué par le soutien du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. À l'occasion donc de la journée internationale
de la sage-femme, nous rendons hommage aux sages-femmes piliers du système de santé et nous appelons à un investissement urgent dans leur formation, leur leadership et leur protection. Nous souhaitons également un recours accru aux technologies innovantes et aux outils de diagnostic qui peuvent renforcer leurs compétences. À l'instar de la communauté internationale, le Bénin se penche cette année sur la problématique du déficit d'effectifs, avec pour thème 1 million de sages-femmes de plus. Cette 36e édition souligne l'urgence d'investir dans des ressources humaines pour garantir des accouchements sûrs et réduire la mortalité maternelle et néonatale. Depuis 2016, nous avons recruté 817 sages-femmes. C'est vraiment à saluer, c'est grâce à cela que nous avons pu déployer des sages-femmes partout dans le pays. Toutes les maternités ont aujourd'hui au moins une sage-femme. Vous devez être d'accord avec moi que le ministère de la Santé a pris conscience de l'importance de la présence des sages-femmes aux côtés de nos populations il y a très longtemps et s'y emploie davantage chaque jour. Dans un geste de solidarité, le Fonds des Nations Unies pour la population a procédé à une remise de plusieurs kits d'accouchement aux nouvelles mamans de la maternité d'Akasato, apportant sourire et réconfort à ces familles. Dans le zoo, le rôle des médias dans la redevabilité des politiques publiques était au cœur d'un séminaire de formation. Les assises sont organisées par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et visent à renforcer les capacités des participants sur les mécanismes de redevabilité ainsi que les approches journalistiques susceptibles de favoriser une information crédible, équilibrée et utile aux citoyens. Imet Hélène Amoussou et Georges Vautounan. Le rendez-vous tient lieu de cadre de réflexion, mais aussi de renforcement de capacités. Initiative de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, ces assises regroupent les professionnels des médias venus de plusieurs contrées du pays. En plus de consolider leurs aptitudes, l'objectif de ce séminaire est aussi de les entretenir sur le mécanisme de redevabilité ainsi que les approches journalistiques susceptibles de favoriser une information crédible, équilibrée et utile aux citoyens. Lorsqu'on évoque le concept de redevabilité, ce concept prend toute sa place dans la promotion de la bonne gouvernance. Cela suppose que les journalistes doivent se préoccuper de ce thème désormais et pour qu'ils puissent le faire, il faut qu'ils puissent posséder tous les outils nécessaires pour apprécier tout ce qui relève de ce domaine. Le programme Redevabilité fonde de grandes attentes sur cette collaboration avec la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Au sortir de cet atelier, nous espérons une parfaite appropriation des concepts, la promotion d'un dialogue constructif, mais aussi la durabilité de l'engagement. Pour l'occasion, nombre de communications sont programmées et toutes axées sur le thème « Rôle des médias dans la redevabilité des politiques publiques ». Les échanges ponctués de divers travaux permettront aux participants d'acquérir de nouvelles connaissances, mais également partager les expériences. Les médias contribuent à éclairer l'opinion publique, à favoriser le débat citoyen et à promouvoir une culture de responsabilité au sein de l'administration publique et des acteurs politiques. Le journaliste ne se limite donc plus à relayer l'information. Il devient également un acteur de veille citoyenne, un facilitateur du dialogue public et un promoteur de la bonne gouvernance. Fidèle à sa mission de promotion d'une presse professionnelle et responsable, la HAC pour l'organisation de cet atelier a bénéficié du soutien de la coopération suisse. La rencontre est prévue pour durer 3 jours. Atelier d'adoption et d'homologation des normes relatives aux produits alimentaires ainsi qu'aux bâtiments et travaux publics. Les assises tenues à Boycon sont présidées par le directeur général de l'Agence nationale de normalisation de la métrologie et du contrôle qualité et a réuni les membres des comités techniques sectoriels concernés et autres. Imet Hélène Amoussou et Georges Vautounan. Faire de la normalisation un moteur de croissance économique, mais également de promotion de la qualité. Pour l'atteinte de cet idéal, l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité ANM s'attelle chaque jour un peu plus à travers ses interventions sur le terrain et bien d'autres initiatives. À Aboumé, nombre d'acteurs sont encore conviés par la structure pour un rendez-vous important. Je vous invite à considérer cet atelier comme un espace de responsabilité partagée. Ensemble,
Nous avons le pouvoir de transformer les normes en outils de développement. Cet atelier est une étape décisive et il exige de nous, comme d'habitude, rigueur, mais aussi une vision, car chaque norme adoptée est une graine semée dans le champ du développement durable. Comptant sur vos compétences techniques et scientifiques, je vous invite donc à travailler avec exigence et circonspection. Membres des comités techniques sectoriels de normalisation produits alimentaires ainsi que des bâtiments et travaux publics, les participants sont appelés à transformer certaines habitudes en références, puis des produits en ambassadeurs du Bénin. 96 heures de concentration intense leur permettront de formaliser la qualité de plusieurs produits. Nous avons la norme qui est liée à la transformation de la volaille, puisque il y a beaucoup de consommateurs de la viande de volaille, donc il va falloir donner des directives qui orientent afin d'avoir de bons produits sur le marché. Quelle est la qualité que le sucre de canne doit avoir pour que nous puissions être compétitifs sur le marché national et international. Nous avons travaillé aussi sur les normes relatives à l'haricot sec, afin que les haricots dorénavant au Bénin puissent présenter des qualités irréprochables et soient compétitifs sur le marché international. Au terme de cet atelier, une dizaine de normes sont à homologuer et chacune d'elles adoptée est une pierre posée dans l'édifice de la confiance nationale et internationale. De retour à Cotonou, l'Office béninois du sport scolaire et universitaire dispose désormais d'un document stratégique de développement du sport scolaire et universitaire. Il s'agit d'une feuille de route à l'horizon 2030 qui a été adoptée le mercredi 20 mai 2026 au détour d'un atelier. Les précisions dans ce reportage de Candide Ronreta. L'Office béninois du sport scolaire et universitaire franchit un nouveau cap dans la dynamique de mobilisation et de modernisation des structures du sport scolaire et universitaire au Bénin. Ces acteurs du sous-secteur et responsables de fédérations sportives ici réunis ont consenti pour doter l'Office d'un plan stratégique. Un document de 109 pages qui expose clairement les défis majeurs du sous-secteur, la vision et les orientations stratégiques pour les années à venir, le budget et le financement. Ce budget-là permet de prendre à la fois les fédérations ou les disciplines qui sont des disciplines piégées, comme le disons, mais également les autres disciplines. Il y a un programme spécial qui a été élaboré pour l'inclusion. Désormais, dans les activités de l'OPSU, vous allez pouvoir constater la prise en compte donc, de cette frange. Et ceci permet d'avoir une main sur l'ensemble des pratiquants du sport en milieu scolaire et en milieu universitaire. Fruit d'un travail participatif conduit par un comité technique mis en place par l'OPSU, ce document est ici validé après des travaux de plusieurs heures. Il se veut un outil d'orientation pour l'amélioration des infrastructures et équipements sportifs, la détection et l'encadrement des jeunes talents. La validation de ce document représente donc une étape déterminante pour nous et pour notre nation. Elle devra permettre d'aboutir à un cadre stratégique consensuel, réaliste et opérationnel, capable de répondre efficacement aux attentes des acteurs et aux aspirations de notre jeunesse. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le sous-secteur à travers la validation de ce document consensuel et ambitieux. La vision à l'horizon 2030 est d'avoir un sous-secteur structuré, inclusif et performant, contribuant à l'émergence de talents capables de représenter dignement le Bénin sur les scènes nationales et internationales. Je vous l'ai annoncé en titre à quelques jours de la fête de la Tabaski. Les marchés de vente de moutons commencent progressivement à s'animer dans la commune d'Abomey-Calavi. Mais cette année, vendeurs et acheteurs semblent ne pas vivre la même réalité. Si les commerçants parlent de prix relativement abordables comparativement à l'année dernière, certains clients, eux, dénoncent encore la cherté des bêtes. Sur le site vente de moutons à Adjagbo, dans la commune d'Abomey-Calavi, l'affluence reste timide malgré l'approche de la fête. Voici le constat fait sur place. À Adjagbo, dans la commune d'Abomey-Calavi, les vendeurs de moutons ont déjà pris position à quelques jours de la Tabaski. Sous les hangars de fortune ou à l'ombre des arbres, chacun tente d'attirer les rares clients présents sur le site.
Mais contrairement aux années antérieures, l'ambiance est encore timide. Les clients se font rares et ceux qui viennent prennent du temps avant de se décider. Ah oui, c'est un peu difficile, mais comment on va faire? Ça, là, c'est un sacrifice. Tous les musulmans, ils font programme de ça. Avant, on peut trouver deux, mais si tu n'as pas trouvé deux, il faut payer un. C'est ça. Pour autant, du côté des vendeurs, le constat est tout autre. Selon eux, les prix des moutons ont baissé par rapport à l'année dernière. Nos moutons n'est pas cher. Mouton qui l'année passée, tu vas vendre 80 000, année là, peut-être 70. Ce que tu vas vendre 50 000, année là, 45 tu vas vendre. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Ce beau matin, j'ai vendu ça à 65 000. Ça là, au moins 90 000. L'autre là, ça fait 130 000. Le grand là. Les clients ne commencent pas. Les 4, je peux dire les 5, les clients sont déjà payés. Mais ça reste là. Les commerçants expliquent également la faible présence des moutons sur le marché par le départ de plusieurs vendeurs vers les pays voisins où la demande serait plus forte et les bénéfices plus intéressants. À cela s'ajoute une autre réalité, l'achat tardif de moutons et ce par précaution. Les clients, s'il a peu, il ne sait pas là où il va déposer. Il dit que s'il amène à la maison, ça va faire diarrhée, donc ou bien on va voler. Ça, tout le monde s'attend d'abord, ça laisse ça au moins 5 jours, soit 7 jours. Mais nous, on est en train d'amener mes bêtes pour déposer. On nourrit, on est en train d'amener un pépé. Mais ça encore, des choses à la maison, on va encore mener. Mais il y a des manger que nous on donne à mes bêtes, tout et tout. Malgré les difficultés financières, plusieurs clients restent déterminés à respecter la tradition. À quelques jours de la célébration, vendeurs comme acheteurs gardent l'espoir d'une plus grande affluence sur le marché d'Adjagbo. Une chose est certaine, petite ou grande, la fête de la Tabaski sera bel et bien célébrée dans les familles. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.